Je voudrais parler de la communication paradoxale. Alors, qu'est-ce que c'est la communication paradoxale? C'est vaste, c'est très vaste. On y a tous eu affaire et on la pratique parfois. Donc, il ne s'agit pas de la condamner parce que le réel est paradoxal. Donc, quelquefois, pour le restituer, on a besoin, en fait, de l'exprimer de façon paradoxale. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui utilisent, en fait, la communication paradoxale comme un instrument de pouvoir pour créer la confusion dans l'esprit de l'autre et constituer une emprise, en fait. Et je crois que je suis là, mais en fait, je suis aux deux endroits en même temps. Enfin, c'est le chat de Schrödinger, la communication paradoxale. En fait, il est là, il n'est pas là à la fois. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est tous les énoncés qui sont paradoxaux. Ma mère enseignait dans des EREA, établissements régionaux d'enseignement adapté, et maintenant elle est out, mais et elle avait des cas vraiment gravissimes d'enfants qui avaient été maltraités. En fait, c'est l'endroit où on envoie les enfants quand plus aucune structure scolaire normale, classique, peut les accueillir, même la pire des pires, en fait. Et donc, comme l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans en France, ça ne va pas durer, hein, mais et bien donc on ne peut pas les lâcher à la nature. Donc on les envoie dans des EREA. Il y en a dans les régions, personne ne le sait, mais il y en a. Et donc elle voyait arriver des enfants, le profil c'est l'enfant qui a 5 marques de fer à repasser dans le dos, que lui a fait sa mère, et qui aime toujours sa mère en fait. Sont des enfants qui cassent les doigts des autres, je veux dire, mais qui les cassent. C'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un leur parle, ou leur tend la main et ils cassent le pouce des autres en fait. Des enfants comme ça en fait. Et donc il y avait dans ces structures, il y a un psychiatre, des enseignants qui sont formés, enfin bref, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour leur trouver des boulots. Bon, ce sont des enfants qui n'auront jamais de diplôme. Ils essaient simplement de les cadrer un minimum pour qu'ils puissent travailler dans des cuisines de restaurants, pas avec un avenir, parce qu'on peut bosser dans une cuisine de restaurant et voilà, c'est un travail alimentaire ou c'est un moment dans la vie. Non, ça serait déjà le must pour eux, en fait, s'ils pouvaient juste avoir des petits boulots comme ça, ça serait le top, en fait. Et elle me disait que pour rendre un enfant psychotique, c'était assez facile. Psychotique, ça veut dire la personne a complètement décroché. Hein. Et en fait, il y avait des parents, je ne parle même pas de ceux qui martyrisent, oui, c'est une sorte de martyr mental et moral. Donc, par exemple, si vous dites à un enfant, je ne sais pas, qui a 8 ans, bon, vous l'avez déjà bien travaillé avant, hein, mais vous lui dites, va chercher une baguette de pain, mais ne sors pas de la maison. Ça existe, hein. J'ai des parents qui maltraitent leurs enfants comme ça ne laisse pas de traces visibles sur le corps. Et donc, une quart d'heure après, vous énervez, bah alors, le pain? Et là, l'enfant dit, mais tu m'as dit de ne pas sortir de la maison, je ne peux pas. Tu vas chercher cette baguette de pain, mais attention, je te préviens, si tu sors de la maison, tu prendras la rouste de ta vie. Bon, je vous l'ai fait courte, en fin de compte, soit l'enfant sort, ramène la baguette de pain, se fait exploser la gueule, soit l'enfant ne sort pas, ne ramène pas la baguette de pain et il se fait exploser la gueule. Et alors, dans ces années de formation, comme ça, quand on est un enfant, si ça nous arrive en fait d'être sous le coup enfin,
d'avoir la malchance d'être tombé sur quelqu'un comme ça qui tous les jours balance des bombes logiques en fait dans notre tête, on devient psychotique. Alors qu'on ne l'était pas. Enfin, je veux dire, c'est pas des psychoses. Il y a des psychoses génétiques. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des substrats génétiques à la schizophrénie, etc. Mais là, on explose en fait. On se casse même pas en deux. On explose, on décroche en fait. Et c'est un conflit de loyauté entre le parent qu'on aime et le réel. Et c'est aussi purement un conflit un paradoxe, et on ne peut pas le résoudre en fait, un paradoxe. Par nature, ça ne peut pas être résolu. Et c'est quoi ça? C'est une notification. Bon, et bien, en fait, il y a des gens qui disent ça. Moi, je me rappelle de quelqu'un dont je pensais que c'était mon ami, en fait. Je suis un peu couillon, moi. J'achetais facilement, en fait, les différentes illusions qu'on me proposait. Et un jour, enfin, c'est arrivé plusieurs fois, mais un jour, je me rappelle, il me présente à quelqu'un dans un vernissage, et bon, c'était il y a longtemps, hein, donc je débarquais, absolument personne ne me connaissait, tandis que maintenant, jusqu'en Chine, on prononce mon nom, et il me présente et il dit, Marc, c'est un peintre, alors je ne signerai pas ses tableaux, mais il peint. Alors attention, c'était quelqu'un dont je pensais que c'était un ami, il m'avait dit, je vais te présenter des gens. Ah, introduit comme ça, effectivement, j'avais été introduit, mais pas comme je pensais que j'allais l'être en fait. J'avais été choqué, mais ça va tellement vite en fait. J'avais dit bonjour à la personne, donc la soirée avait continué. Et après j'y avais repensé, et je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas ce qu'il avait fait. Parce qu'à l'époque, j'étais naïf et puis je n'étais pas au courant en fait, je n'étais pas informé, j'étais pas. Voilà, quand on ne sait pas quelque chose, on le subit en fait. Bon, après, ça m'est arrivé d'autres fois. Ça va être très pénible. Bon, il y a le fameux je t'aime mais je te quitte, que tout le monde connaît, mais qui peut s'expliquer là, parce que la personne garde de l'affection. Donc elle dit je t'aime. On sait que c'est exagéré. La personne, enfin, les gens devraient dire je t'aime beaucoup mais je te quitte. Ça serait mieux. Parce que sinon, ça veut dire je t'aime mais je te quitte tout court. Logiquement, ça veut dire je t'aime mais je ne t'aime pas. En fait, parce qu'on ne quitte pas quelqu'un qu'on aime en fait. Donc, il faudrait dire j'ai encore beaucoup d'affection pour toi, mais je préfère aller voir ailleurs. Là, le même énoncé, plus déployé, se dissout en tant que paradoxe. En fait. Souvent, le paradoxe, il est ramassé. Donc, la communication paradoxale, elle fonctionne par punchline, en fait. Parce que dès qu'on développe un peu, on rentre dans des nuances. Donc, il y en a d'autres. J'avais eu droit à... Ah oui, moi, une fois, j'ai eu droit à... tu ne me plais pas, mais tu m'attires. Je ne t'aime pas, mais je t'aime. Ou alors, tu me dégoûtes, mais j'ai envie de me coller à toi. Hein, quoi? Donc, bon, évidemment, c'est déstabilisant, en fait, pour la personne qui reçoit... c'est comme une coupe de champagne avec une crotte de chien à l'intérieur. C'est le meilleur du champagne. Je vous parle du champagne, un truc de fou, quoi. Une petite crotte de chien qui flotte dedans. Et la personne est surprise. Tu devrais être content. Je t'ai offert une coupe de champagne, du meilleur champagne au monde. La coupe est à 2000 €. Louis XIV a bu de ce champagne exactement, sorti d'une bouteille de la même époque. Oui, mais il y a une petite nonne là. Oh, mais alors, mais quoi? Il y a une petite nonne. Non, Puis en fait, donc voilà, en fait, il y a une corruption intrinsèque en fait à ce qui est dit. Et une corruption qui est d'ordre logique. Alors, pourquoi est-ce que cela fonctionne? Parce qu'en fait, quand on reçoit un énoncé paradoxal,
notre cerveau le résout à la hache, c'est-à-dire qu'il oblitère la moitié du paradoxe, pour que ça ne soit plus un paradoxe pour la personne. Donc la personne reçoit ça, elle se dit, bon, bah, c'est une maladresse, une erreur de formulation, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Alors vous pouvez choisir le côté que vous voulez, hein, en fait. Quelqu'un qui vient vous dire, je ne sais pas moi, je t'ai trompé mais je t'aime, vous pouvez choisir, je t'ai trompé. Et donc vous oubliez le reste, vous dites à la personne, tu peux m'aimer comme tu veux, tu vas te faire foutre. Mais vous pouvez oublier, ça peut être le contraire, c'est des gens qui font un autre choix. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment leur choix, parce que je ne crois pas vraiment qu'on soit libre de ce qu'on croit être, nos choix, notre volonté, etc. Enfin bref. Et donc voilà, je t'ai trompé mais je t'aime, on peut choisir je t'aime. Et allez, on passe l'éponge. Mais si on regarde en fait l'énoncé, il est paradoxal. C'est pas vrai en fait. Personne ne trompe quelqu'un qu'il aime. Enfin, s'il l'aime vraiment. Donc ça devrait dire. Parce qu'en fait, il y a une sélection. En fait, il y a le désir lui-même fait un choix clair. Et quand le désir ne se trouve pas n'a pas fait un choix clair, même si la personne par-dessus dit je t'aime, elle dit peut-être ça de manière inconsciente, mais au fond, son être total, son être profond ne vous aime pas. Il y a une élection dans le désir. Moi, c'est ce que je crois. Mais ce n'est pas ce que je crois. C'est la vérité. Car c'est très sympa le relativisme général, se mettre à distance de toutes ces croyances. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'une croyance, ne pouvait fonctionner que dans une dynamique d'adhésion. Si on n'adhère pas à ses propres croyances, en fait, c'est comme un vêtement qu'on porte, qu'on peut enlever, remettre. Non, en fait, à un moment, pour que la vérité existe, il faut croire à une vérité. Et comme ça, elle existe pour nous. Enfin, la vérité existe pour nous. Car, bon, c'est un autre sujet. Donc la communication paradoxale, voilà, ce sont des bombes logiques, soit des injonctions paradoxales, soit des énoncés qui disent une chose et son contraire. Mais ça n'est pas seulement ça. Ça peut être aussi un paradoxe entre l'énoncé et l'attitude. C'est-à-dire que la personne vous dit quelque chose, mais avec un comportement paradoxal. Voilà, c'est oui, je t'aime. Ou alors la personne vous dit, je prends cet exemple de l'amour, etc., parce que c'est là que se jouent en fait les grands enjeux relationnels. Bon, après, ça peut arriver dans le domaine professionnel, etc., mais les grands enjeux affectifs, humains, relationnels, se jouent dans le cadre de l'amour. Ça peut être l'amitié, l'amour romantique, la famille, mais ça se joue là. Et donc la personne peut aussi vous dire, je sais pas, elle vous appelle plus pendant une semaine, puis elle vous appelle comme une fleur, et elle vous dit, ah, j'ai beaucoup pensé à toi. Elle vous dit, ben oui, mais pourquoi pas un signe pendant une semaine, etc. J'ai envoyé des SMS, rien. Et là, si vous êtes énervé, la personne va vous dire, ah là là, vraiment, tu es agressif ou agressive avec moi, alors que je t'appelle, je te dis que tu m'as manqué, et toi, regarde, Voilà, donc ça, c'est de la communication paradoxale. Parce que la personne, en fait, ne vous a pas montré, en fait, qu'elle pensait à vous, et débarque juste en lui disant, en fait. Et donc, vous vous sentez bien, ça n'est pas raccord, ça n'est pas cohérent. Donc voilà, donc ça peut se passer, une communication paradoxale peut se passer entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et après, ça peut avoir lieu dans le silence, la communication paradoxale, entre ce qui est fait et ce qui est fait. Donc, ce sont ces gens qui changent d'attitude d'un moment à l'autre, on ne peut jamais savoir. Donc, ce sont des gens qui sont très sympathiques pendant 5 minutes. Et puis d'un seul coup, sans qu'il n'y ait aucune raison identifiable, même si vous demandez ce qui s'est passé, d'un seul coup, ils deviennent glaciales.
Donc évidemment, à chaque fois, comme ce sont des bombes logiques, à chaque fois chez l'autre, ça crée la confusion, l'angoisse. Et si vous parlez en fait de ça, vous êtes renvoyé à un genre de folie en fait. Mais c'est pourquoi tu cries. C'est la personne, sur la tête de laquelle on jette une bombe, elle explose, et après, mais pourquoi tu cries? Donc il y a comme ça une sorte d'externalisation de la folie, d'une certaine manière. Je suis tombé sur un livre que je n'ai pas terminé de lire, mais j'en parlerai, d'un psychologue américain qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. Très intéressant. Très très intéressant. Parce qu'il a une expérience clinique de 30-40 ans. Et en fait, il s'occupait de gens dont la pathologie était de tenter de rendre fous les autres. Donc ils étaient fous. Mais il cherchait en fait à s'aliéner leur propre folie, à la placer ailleurs en fait, à la faire couver par d'autres, éclore chez d'autres, des sortes de coucous de la folie. Ce qui est amusant parce que en anglais, coucou, to be coucou, c'est être fou en fait. Bon, moi ça n'a rien à voir, mais ça, ce livre, c'est très fort parce qu'une fois qu'on sait en fait, il y a des gens qui cherchent, qui font des efforts pour rendre les autres fous. On peut mieux respirer, on peut les identifier et on retrouve son assiette en fait. Donc oui, la communication paradoxale peut avoir lieu dans l'attitude elle-même. Et puis ça peut être voilà, ça peut être quelqu'un qui va oublier systématiquement, mais quelqu'un de proche, qui va vous faire à votre anniversaire un cadeau de merde. Genre, une fois, moi j'avais eu un truc incroyable, c'était une boîte de cigares, toute vieille, toute pourrie, comme ça, de 30 cigares, ouverte. À l'intérieur, il n'y avait plus qu'un cigare, et on avait déjà enlevé le plastique, et il était donc tout sec. Pour un cigare, c'est une catastrophe de ne pas être humide, parce qu'il s'effrite en fait, vous ne pouvez pas vraiment le fumer. Enfin, c'était vraiment... Donc c'était quelque chose de déjà usagé, infumable, et qui m'a été présenté comme extraordinaire. Mais bon, enlevons la partie linguistique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait cette boîte de cigares. Bon, j'en avais rien à foutre en fait. Moi, les cadeaux, tout ça, c'est encore un autre sujet, c'est très vaste. Et ça venait de quelqu'un, en fait, qui, je sais pas moi, 2 jours après, me proposait de m'amener en voiture, j'avais pas de voiture, assez loin en fait. J'ai sidéré, je me suis dit bon, est-ce qu'il veut récupérer le coût du cigare? Est-ce qu'il a réalisé que j'aurais préféré en fait un carambar en fait? J'aurais préféré un carambar, mais dans son étui d'origine, plutôt qu'à ce truc bizarre. J'arrive pas à prendre le sens. Non, c'était pas dramatique, c'était pas quelqu'un non plus de très proche. Et donc on va faire l'aller-retour en voiture. Et puis tout se passe bien, c'est très sympa et tout, je remercie la personne. Voilà quoi. Et après, 2 jours plus tard, en fait, on devait se revoir avec d'autres amis. Cette personne annule et n'est plus joignable en fait. Et c'était incompréhensible en fait. L'attitude, en fait, comme si la personne n'avait pas choisi si elle voulait être m'aimer bien ou me patater la gueule en fait. Voilà, c'est l'ambivalence en fait. Donc il y a plein de gens qui sont ambivalents avec nous. Ils n'ont pas décidé en fait s'ils nous aimaient ou s'ils ne nous aimaient pas. Et ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils n'ont pas décidé. Donc du coup leur attitude change comme ça de braquet, mais comme un disjoncteur. Et ça c'est la communication paradoxale. Juste leur attitude, leur façon de faire, leurs actes en fait. Voilà. Alors donc ça en fait
Donc, au bout d'un moment, moi je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour gérer ça? Bon, d'abord l'identifier, maintenant c'est fait. Mais finalement, ce qui est important, c'est non pas d'écouter ce que les gens disent, non pas d'observer ce qu'ils font, mais d'évaluer la cohérence, en fait, de ce qu'ils disent, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils disent, de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, la cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et de ce qu'ils font. Mais la cohérence de ce qu'ils font et ce qu'ils font. Entre ce qu'ils font et ce qu'ils font. La consistance, en fait. La fiabilité. Alors on a tous, comme ça, des petits... voilà, des petits peurs, on est fatigué, il y a un malentendu, etc. Évidemment, il ne faut pas être un fanatique. Et puis on peut se vexer ou être rafraîchi, signifier son mécontentement, et voilà, il peut y avoir des rafraîchissements, je ne suis pas en train de parler de ça, je ne suis pas en train de parler de variation en fait. Je suis en train de parler de paradoxe, je suis en train de parler d'incohérence. Et, alors c'est dur, on ne va pas tenir un journal, hein, chacun a sa vie à faire, quoi. On ne va pas tenir un journal, ah, tiens, ça pas... Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que donc il ne s'agit pas non plus de trop rationaliser, même s'il faut le faire, sinon on part en queue de cerise, mais il s'agit en fait d'écouter son intuition, en fait. Et c'est quand on débranche le cerveau, quand on arrête, on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire si je... on se dit... sur quoi je peux brancher en fait mon système de guidage. Et en fait c'est musical. C'est-à-dire que le cerveau il est philosophique, voilà, il parle. L'intuition c'est mélodique, c'est musical, c'est silencieux, mais ça n'est pas silencieux, c'est de la musique. Et donc je parlais de cohérence, mais finalement le meilleur moyen en fait pour se tenir à distance des gens comme ça, parce que c'est ça, même si on l'a repéré, c'est toujours très pénible. C'est de développer une oreille musicale, en fait, qui va être sensible à l'harmonie ou à la disharmonie, en fait, de l'attitude ou des propos de quelqu'un. Et voilà, il y a des gens qui adorent Schoenberg, le dodécaphonisme, etc. Donc ils vont aimer le chaos, le paradoxe, je ne sais jamais ce que la personne dit, ce que la personne veut faire, etc. Ils sont addicts au chaos, en fait. Très bien pour eux. Mais si vous faites partie de ceux qui prennent plus de plaisir et de sensation, d'épanouissement dans l'harmonie, la fiabilité, la confiance, alors mon conseil est celui-ci. Développer une oreille musicale. Donc que vous pouvez étayer avec quelques remarques conscientes. Voir, tiens, la personne a dit ça et ça, ou a dit ça et ça en même temps. C'est absurde, ça. Voilà. Mais une fois qu'on a repéré, en fait, que ça sonnait faux, que, pas en termes d'hypocrisie, mais que c'était vraiment dissonant, alors il ne s'agit pas, en fait, de concentrer ses efforts humains à savoir lequel des deux termes est le bon et le vrai, où est la vérité. Non, ça c'est un piège. Il faut s'écarter un petit peu et se rendre compte que la vérité est que cette personne produit du paradoxe et de la dissonance. Donc, discerner, enfin, savoir quoi oblitérer, c'est une question, en fait, naïve, je comprends qu'on se la pose, mais naïve, et qui peut nous faire perdre beaucoup d'énergie mentale. Non. Après, certaines personnes se demandent, mais pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi cette personne s'exprime comme ça, etc. Là aussi, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ouais, on peut perdre un peu de temps là-dedans si on tient véritablement à la personne, mais sinon, c'est trop vaste, le monde est trop vaste, on n'a pas de temps à perdre. Et puis il faut conserver son énergie mentale à la résolution de véritables problèmes, de problèmes qui peuvent être résolus. Il ne faut pas non plus accueillir
en soi toute la folie du monde. Quelquefois, voilà, on est pris par d'autres, sans le savoir, pour des récipients. Quand je dis récipient, je pense à fausse sceptique. Et en fait, il faut l'empêcher. Donc voilà, donc la véritable question qu'il faut se poser, en fait, c'est quand on est en contact avec des gens comme ça, qui ne sont que paradoxes, qui sont insituables, qui ne sont jamais consistants, chaud, froid, un jour gentil, un jour méchant, la plupart du temps, quelquefois mêlés, c'est mêlé de façon tellement intime. Voilà, quelquefois c'est en une seule phrase, on a les deux, on a le chaud-froid. Alors, il me semble que la véritable distinction qu'il faut faire, elle est entre les gens qui sont comme ça et les gens qui, eux, sont cohérents, sont harmonieux, sont consistants, sont fiables, sont prévisibles et donc dignes de confiance et je dirais même d'intérêt, car il est quand même extrêmement injuste que souvent on porte beaucoup d'intérêt à des personnes qui sont tout sauf mélodieuses, à des personnes qui sont de véritables vacarmes ou distorsions. Et on délaisse en fait les mélodies, les personnes mélodieuses, harmonieuses. Mais on devrait, notre intérêt, il faudrait le porter à ces personnes-là, parce qu'elles fonctionnent aussi comme des diapasons. Quand on les fréquente, soi-même, on se cale sur leur mélodie et on peut s'ajuster. Voilà. On peut faire chœur, C-H-O-E dans le O-U-R. Le seul moyen de faire vraiment chœur avec quelqu'un, en termes musicaux, bien c'est d'essayer de faire chœur avec quelqu'un d'harmonique. Essayer de faire chœur